Je m'appelle Caitlin, j'ai 26 ans. Il y a 2 semaines. J'ai appelé mes parents après que ma voiture ait fait une chute de haut d'une falaise. M'attendant à ce qu'ils paniquent, qu'ils crient, qu'ils envoient du secours. Mais ils n'ont pas demandé si j'étais blessé. Ma mère m'a juste posé une seule question qui a glacé mon sang plus encore que la neige dehors. Toi, tu es encore en vie. Et le plus terrifiant, c'est qu'elle avait l'air déçue. Laissez-moi vous ramener au moment où ma vie s'est arrêtée et a recommencé. Je conduisais sur le col de l'île 90, après minuit, sous une pluie glacée. Pour calmer mes nerfs, je passais un vieux message vocal de ma mère sur l'autoradio. Sa voix emplissait l'habitacle, « Rappelle-toi, Caitlin. Peu importe si le monde entier te tourne le dos, maman est ton havre de paix. » C'était la dernière chose que j'avais entendue avant d'appuyer sur les freins pour aborder le virage. En épingle. La pédale n'a pas seulement semblé molle. Elle a sombré directement jusqu'au plancher. Rien. Zéro résistance. J'étais à 50 000 par heure, 80 km par heure, vers un rail de sécurité. J'ai pompé les freins 1 fois, 2 fois, la panique me montant à la gorge. J'ai crié, j'ai donné un coup de volant, et le monde s'est retourné sens dessus dessous. Du métal grattant contre la roche, du verre volant en éclats. Puis le silence. Ma voiture était suspendue au bord du ravin, se balançant dans le vent. Avec une odeur d'essence et un goût de sang. Mon téléphone était la seule source de lumière dans le noir. Mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à le déverrouiller. J'ai composé le seul numéro en qui j'avais confiance. Maman ? A-t-elle répondu à la 2e sonnerie. Maman ? Ai-je haleté. Maman ? J'ai lâché les freins. Je suis par-dessus le vide. J'ai attendu le cri. J'ai attendu le réconfort, mais il n'y a eu qu'un long et lourd silence. Puis sa voix est revenue, non pas effrayée, mais ennuyée, froide, « Caitlin. Comment ? Comment est-ce que tu peux appeler en ce moment ? » Avant que je ne puisse répondre, la ligne a coupé. Elle avait raccroché. Avant que je ne vous dise ce que la police a trouvé dans le moteur de ma voiture et le secret. Terrifiant que mes parents cachaient, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Mais seulement si vous avez le courage d'entendre la vérité. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez ce soir. Et est-ce que vous faites confiance à votre famille au point de lui confier votre vie ? Parce qu'après cette histoire, vous pourriez bien en douter. Le bip stérile et rythmé du moniteur cardiaque a été la première chose qui m'a tiré des ténèbres. Mon corps semblait lourd. Enveloppé d'une douleur sourde et lancinante qui irradiait de mes côtes jusqu'à ma cheville. Fracturé. J'ai cligné des yeux face aux lumières fluorescentes et agressives de l'hôpital Saint-Jude. La gorge sèche comme du papier de verre. La chambre était froide, sentant l'antiseptique et le latex. J'ai essayé de tourner la tête, m'attendant à voir les gens qui m'avaient élevé. Peut-être en train de pleurer dans un coin, regrettant leur froideur au téléphone. Mais les 2 chaises près de la fenêtre étaient vides de parents. À la place, une silhouette s'agitait dans le fauteuil inclinable inconfortable à côté de mon lit. C'était Kevin, mon meilleur ami de l'université et un brillant informaticien. Ses lunettes de travers et un bagel à demi mangé sur les genoux. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis 48 heures. Le voir là, montant une garde qui aurait dû appartenir à ma famille. A envoyé une nouvelle vague de deuil à travers ma poitrine. Qui n'avait rien à voir avec mes blessures physiques. Tu es réveillé. A chuchoté Kevin en se redressant immédiatement et en me versant une tasse d'eau avec des mains tremblantes. N'essaie pas trop de bouger. Le médecin a dit que tu as eu de la chance de t'en sortir en un seul morceau. Avant que je ne puisse demander où ils étaient, bien qu'au fond de moi je le suce. La porte s'est ouverte dans un déclic. Une femme que je ne connaissais pas est entrée. Ce n'était pas un médecin. Elle portait un blazer anthracite ajusté et tenait une épaisse mallette en cuir. L'expression professionnelle, mais adoucie par un regard d'une intense pitié. Caitlin, je suis Sarah Vance.
s'est-elle présentée en posant une carte de visite sur la table de chevet. Je suis avocate spécialisée dans la fraude à l'assurance et les litiges de mauvaise foi. Kevin m'a appelé hier quand, eh bien, quand certaines irrégularités ont été mises en lumière. J'ai regardé Kevin d'un air confus. Il a juste hoché la tête d'un air sombre. Tu dois entendre ça, Kate. Sarah n'a pas perdu de temps avec les amabilités. Elle a tiré un document de sa mallette et l'a posé délicatement sur la couverture de l'hôpital, recouvrant mes jambes. C'était une copie d'une police d'assurance vie. Il y a 3 mois, une police a été souscrite à ton nom auprès de Protector Life Insurance, a dit Sarah. La couverture est de 500 000 $. Elle inclut une clause de double indemnité en cas de mort accidentelle. Ce qui signifie que si tu mourais dans un accident de voiture, le versement passe à 1 million. Mon souffle s'est bloqué. Je n'ai jamais acheté ça. Je peux à peine payer mes prêts étudiants et mon loyer. Regarde la signature. A pointé Sarah vers le bas de la page. J'ai plissé les yeux. L'encre ressemblait à la mienne. La boucle du « C », la barre pointue du « T ». Puis la mémoire m'a frappé comme un coup physique. Il y a 3 mois, Carl était venu dans mon appartement en agissant de manière troublée, prétendant qu'il avait besoin que je co-signais de la paperasse pour un fidéicommis familial afin de protéger la maison. Il avait été si pressant, si agressif, brassant les papiers si vite que j'avais à peine lu les en tête. J'avais signé parce que j'avais confiance. J'avais signé mon propre arrêt de mort. Ça empire, a dit Sarah, sa voix baissant d'une octave. Elle a sorti un deuxième dossier, beaucoup plus épais que le premier. J'ai fait une vérification complète des actifs de Brenda et Carl. Caitlin. Tes parents ne font pas que lutter, ils se noient. Elle a ouvert le dossier, révélant un réseau chaotique d'encre rouge. Les investissements en capital risque de Carl dans ses startups technologiques l'année dernière. C'était des escroqueries. Il avait tout perdu. Pour couvrir cela, il avait emprunté auprès de prêteurs privés. Le genre qui n'utilise pas les banques et qui brise les jambes quand on rate un paiement. Brenda avait contracté une 3e hypothèque sur la maison sans dire à la banque qu'il y avait d'autres privilèges. Sarah a tapoté une date spécifique, surlignée en néon jaune sur le tableur. Ils ont un versement forfaitaire de 2 millions de $ dû à un créancier clandestin à Chicago. S'il ne paie pas, la maison est saisie, étant donné la nature de ses prêteurs. Ils font probablement face à des menaces physiques. La date limite pour ce paiement est exactement dans 12 jours à partir d'aujourd'hui. Le silence dans la chambre était assourdissant. Les bips du moniteur semblaient s'accélérer, s'accordant aux battements affolés de mon cœur. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une précision terrifiante. L'intérêt soudain pour l'entretien de ma voiture. Les appels bizarres posant des questions sur mon emploi du temps de conduite. Et enfin cette voix déçue au téléphone me demandant si j'étais toujours en vie. Il ne me haïssait pas. Il ne s'agissait pas de colère ou de déception face à mes choix de carrière. C'était de la simple arithmétique froide. Pour le monde, j'étais une graphiste de 26 ans avec un brillant avenir. Pour Brenda et Carl, j'étais simplement un actif liquide d'une valeur d'1 million de $. La seule chose assez précieuse pour effacer leur grand livre avant que les requins prêteurs ne viennent percevoir leur dû. Ils ne m'avaient pas seulement abandonné dans cette chambre d'hôpital. Ils étaient probablement terrifiés à l'idée que je respire. Car une fille vivante signifiait une échéance. J'ai fixé le plafond, des larmes chaudes et furieuses coulant dans mes oreilles. Réalisant que les gens qui m'avaient donné la vie avaient essayé de la reprendre pour le prix d'une mensualité hypothécaire. Le poids de la révélation financière de Sarah écrasait encore l'air de la pièce lorsqu'un grand coup a fait vibrer l'encadrement de la porte, interrompant le silence. Un homme est entré sans attendre d'invitation. Il avait l'air d'avoir été taillé dans du granit et laissé sous la pluie depuis trop longtemps. Une barbe grise de plusieurs jours, des yeux qui avaient trop vu.
Et un trench coat qui sentait vaguement le café rassis et le sel de voirie. Madame Hall, a dit sa voix avec un grondement sourd. Il n'a pas souri. Il a brandi un badge qui indiquait « Unité des homicides routiers ». Je suis le détective Ford. J'ai besoin de vous poser quelques questions sur la nuit de l'incident. Et j'ai besoin que vous écoutiez très attentivement ce que j'ai trouvé. Parce qu'en 20 ans de service, je n'ai jamais vu un rapport d'accident comme celui-ci. Kevin a bougé pour se placer entre moi et le détective, son instinct protecteur s'enflammant. Mais j'ai tendu la main et j'ai touché son bras en secouant la tête. C'est bon, Kev. Laisse-le parler. Ford a tiré une chaise en métal près du lit, les pieds crissant durement contre le linoléum. Il n'a pas sorti de carnet. À la place, il a posé une tablette durcie sur la table pivotante au-dessus de mes jambes. Nous avons récupéré votre véhicule dans le ravin ce matin. Les dégâts causés par les chocs étaient graves. Mais le train de roulement était accessible. J'ai fait examiner les conduites de frein par mon mécanicien légiste. Il a balayé l'écran, révélant une photo haute résolution d'un tuyau en caoutchouc noir. Il se terminait brusquement, le bord propre et net. Les conduites de frein en argent éclatent quand elles sont vieilles, Caitlin. Elles s'effilochent. Elles fuient, mais elles ne cassent pas selon un angle parfait de 45 degrés. Ça a été fait avec des cisailles boulons robustesse industrielle. Mon estomac s'est retourné, la bile me montant à la gorge. L'entendre était une chose. Voir la preuve physique que quelqu'un avait rampé sous ma voiture avec un outil à la main en était une autre. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là, a poursuivi Ford. Ses yeux se fixant sur les miens avec une intensité qui m'a fait frissonner. Prouver qui a coupé la conduite est difficile sans vidéo. Prouver qui savait que vous alliez mourir, c'est en fait beaucoup plus facile si les suspects sont arrogants. Il a appuyé sur une application de carte sur la tablette. Elle montrait une vue satellite du col de l'île 90 marquée par des épingles rouges lumineuses. J'ai extrait les données GPS des tours cellulaires de la région. J'ai également récupéré les images de sécurité de chaque entreprise dans un rayon de 10 miles. Ford a pointé la première épingle située dans une station-service isolée à la sortie de l'autoroute. Horodatage. 21h58. Voici une capture d'écran de la caméra de surveillance de la station-service à 2 miles au nord du virage en épingle. Je me suis penché en avant, mon souffle créant une légère buée dans la pièce froide. L'image granuleuse en noir et blanc montrait une berline au ralenti dans l'ombre des lumières de la pompe à air, phares éteints. La plaque d'immatriculation était masquée par de la boue. Mais je connaissais cette bosse sur le pare-chocs arrière. Je connaissais la silhouette du conducteur. C'était la voiture de Karl. Il était là. Elle chuchotait. Il regardait. Il attendait, a corrigé Ford. Maintenant, regardez la deuxième épingle. Ce sont les journaux du centre de répartition du 911. Il a appuyé sur le bouton de lecture de l'écran. L'audio a grésillé, un sifflement statique avant que la voix de Karl ne traverse le haut-parleur. Il avait l'air frénétique, essoufflé. Une performance digne d'un Oscar. 911. Il y a eu un accident. Une voiture a franchi le rail au virage en l'île 90. Ça a l'air grave, vraiment grave. Je crois qu'ils sont morts. Il n'y a aucun mouvement. Envoyez une ambulance. Cet appel, a dit Ford en faisant une pause pour créer de l'effet, a été enregistré exactement à 22h15. J'ai froncé les sourcils, essayant de reconstituer la chronologie à travers le brouillard de ma commotion cérébrale. D'accord, alors il m'a vu basculer et a appelé. Il n'a pas aidé, mais il a appelé. C'est ce que je pensais aussi, a dit Ford. Jusqu'à ce qu'on télécharge les données de l'enregistreur d'événements de votre voiture. La boîte noire sous votre siège conducteur. Elle enregistre la vitesse, la position de l'accélérateur et les forces G de l'impact.
Ford a balayé l'écran vers le graphique final. C'était une ligne rouge dentelée qui piquait violemment vers le haut. Votre voiture a heurté le rail de sécurité. A basculé et est resté accroché sur une corniche rocheuse pendant plusieurs minutes avant de glisser finalement vers le fond du ravin. L'enregistreur a enregistré le dernier impact. Catastrophique, celui que Carl a prétendu avoir vu à 22h25. La pièce a tourné. Je suis passé du graphique au détective, mon esprit refusant d'accepter les mathématiques. Il a appelé le 911 10 minutes avant que votre voiture ne touche réellement le fond, a dit Ford. Sa voix tombant à un chuchotement dangereux. Il a signalé un accident mortel alors que vous étiez probablement encore en train de vous accrocher à la falaise. Il n'a pas appelé parce qu'il a vu l'accident. Caitlin. Il a appelé parce qu'il suivait un plan. Il supposait que vous étiez morte et il voulait établir la chronologie pour la réclamation d'assurance immédiatement. Il était si impatient d'encaisser ce billet qu'il a devancé la vérité. La prise de conscience m'a frappé plus fort que l'airbag ne l'avait fait. Carl et Brenda n'avaient pas seulement tendu un piège. Ils s'étaient tenus dans le noir, regardant mes phares disparaître. Consultant leur montre et décidant exactement du moment où j'avais officiellement cessé d'être leur fille pour devenir leur pactole. Ils avaient signalé ma mort alors que je luttais encore pour ma vie. L'appartement de Kevin dans le quartier de Logan Square était censé être une forteresse. Un endroit où les arrêts de vivre des dernières 48 heures ne pouvaient pas m'atteindre. J'étais assise sur son canapé en velours usé, ma jambe posée sur 3 oreillers, fixant le mur de briques apparentes tandis que la ville bourdonnait indifféremment dehors. Mais tandis que j'échappais physiquement à l'hôpital Saint-Jude, Brenda s'affairait à construire une prison. Je ne pouvais pas sortir d'une prison construite entièrement de mensonges et de sympathie numérique. La première pierre n'a pas été lancée à travers une fenêtre, mais dans ma boîte de réception professionnelle. Mon téléphone a vibré sur la table basse, s'allumant avec une notification du département des ressources humaines de l'entreprise de design où j'avais passé 4 années à bâtir une réputation irréprochable. L'objet était lourd, urgent, notification du statut d'emploi. Je l'ai ouvert, mon pouce planquant au-dessus de l'écran, tremblant légèrement. L'email était un chef-d'œuvre de détachement d'entreprise. Il déclarait que l'entreprise avait reçu un rapport externe anonyme concernant ma conduite, alléguant spécifiquement une toxicomanie habituelle et un comportement erratique qui posait un risque de responsabilité pour la firme. Était attachée une photo granuleuse d'une fête d'Halloween universitaire datant de 5 ans. Moi tenant un gobelet solo rouge, l'air ébouriffé et riant trop fort. Hors contexte, cela semblait accablant. L'email concluait qu'à effet immédiat, j'étais placé en congé administratif non payé, en attendant une enquête interne complète. Ils m'ont suspendu, ai-je chuchoté, les mots ayant un goût de cendre. Kevin, elle a envoyé une photo de mon 21e anniversaire. Elle essaie de couper mes revenus. Kevin a levé les yeux de son ordinateur portable, son visage pâle à la lueur de l'écran. Caitlin, le travail est le moindre de tes problèmes en ce moment. Tu dois voir ça. Il a tourné l'ordinateur portable vers moi. Il était ouvert sur le profil Facebook de Brenda. La publication était en ligne depuis 6 heures et avait déjà plus de 400 réactions. Principalement des emojis en pleurs et des mains en prière. L'image était un selfie de Brenda ayant l'air hagard et courageusement larmoyant, serrant un chapelet. J'ai lu la légende et mon sang s'est glacé. Mon cœur se brise en 1 million de morceaux ce soir. S'il vous plaît, guerrier de la prière. Portez ma belle et brisée fille. Caitlin. Nous avons lutté si dur pour l'aider à combattre ses démons. Mais la dépression et la bouteille ont repris le dessus. La nuit dernière, elle a essayé d'échapper à sa douleur de la manière la plus tragique qui soit sur l'île 90. Nous sommes simplement reconnaissants que Dieu ait épargné sa vie. Même si elle refuse actuellement notre aide et s'isole. La maladie mentale est un tueur silencieux. Mais nous n'abandonnerons pas. S'il vous plaît, priez pour sa clarté et sa paix. La section des commentaires était une cavalcade d'ignorance bien intentionnée.
des voisins que je connaissais depuis l'enfance écrivaient des choses comme « Reste forte. Brenda. L'addiction est si difficile pour la famille. » Et, j'ai toujours soupçonné qu'elle luttait. Elle avait l'air si distante ces derniers temps. Elle manipule toute la ville, ai-je dit, ma voix montant dans les tours. Elle présente l'accident comme une tentative de suicide. Elle me peint comme une alcoolique. Instable. C'est tactique, a dit Kevin, sa voix sombre. Réfléchis-y. Kate. Si tu vas voir la police maintenant et que tu les accuses d'avoir coupé tes conduites de frein. Qui le public va-t-il croire? La mère endeuillée est sainte aux prises avec une toxicomane troublée. Ou la fille paranoïaque qui vient de cracher sa voiture? La vibration de mon téléphone contre la table est devenue un bourdonnement continu. Des SMS affluaient de tantes, de cousins et d'amis du lycée. Aucun d'entre eux n'a demandé ce qui s'était passé. Ils offraient tous des variations du même script condescendant. On t'aime. Fais-toi aider. Ne repousse pas ta mère. Je sentais les murs se refermer. Brenda s'était effectivement immunisée contre la vérité. Elle avait volé ma crédibilité avant même que je n'aie une chance d'ouvrir la bouche. Je n'étais plus seulement la victime d'un accident. J'étais un paria social, un passif, une femme folle criant dans le vent. Si je ne détruisais pas ce narratif immédiatement. Peu importe ce que le détective Ford avait trouvé dans les journaux GPS. Aucun jury ne condamnerait une mère qui avait si publiquement aimé son enfant brisé. J'étais encerclé, dépouillé de mon travail, de ma réputation et de mon nom de famille. Me laissant avec la prise de conscience terrifiante que je devais me battre salement pour survivre. L'assassinat numérique de ma réputation était efficace, mais il présentait un défaut fatal. Il reposait entièrement sur l'émotion. Tandis que le détective Ford traitait exclusivement des faits concrets. Assise dans le salon de Kevin. Regardant les commentaires s'accumuler sur la publication Facebook frauduleuse de Brenda. Un éclat déchiqueté de mémoire a soudain percé le brouillard de ma commotion cérébrale. J'ai saisi mon téléphone, faisant défiler mon historique de SMS avec Carl. Ignorant la vague de nausée qui m'a frappé à la vue de son nom. Trouvé, ai-je dit, poussant le téléphone vers Ford. Qui faisait les 100 pas dans le petit appartement comme un tigre en cage. 3 jours avant l'accident, Carl m'a texté. Je t'amène ta voiture chez Mike pour une mise au point. Les plaquettes de frein grinçaient quand je l'ai emprunté hier. C'est cadeau. Il ne l'avait pas amené chez le concessionnaire. Il l'avait emmené dans un atelier en libre-service du côté sud. Ford a immédiatement saisi sa veste. S'il l'avait emmené chez un mécanicien légitime, il y aurait un ordre de travail et un témoin. S'il l'a emmené dans un endroit où l'on fait soi-même les réparations, il payait pour la vie privée. Nous devons y aller maintenant. Le trajet jusqu'à Mike's Auto Body n'était qu'un flou d'autoroute grise et de déclin industriel. L'atelier était situé dans un coin oublié de la ville. Entouré de clôtures en mailles de chêne surmontées de fils barbelés. L'air sentait le caoutchouc brûlé et la vieille graisse. À l'intérieur. Le bureau était une boîte exiguë de plexiglas jaunissant et de piles de factures impayées. Mike, le propriétaire, était un homme qui semblait avoir absorbé de l'huile moteur par ses pores pendant 40 ans. Il n'avait pas l'air heureux de voir un badge. Je ne garde pas les dossiers aussi longtemps, a grommelé Mike. Évitant les yeux de Ford alors qu'il s'essuyait les mains sur un chiffon sale. Le système écrase tous les 7 jours. Le stockage coûte cher. Vous perdez votre temps. Les gars. Mon accident s'est produit exactement il y a 7 jours, ai-je dit. Ma voix tremblante mais forte. Si le système s'écrase à minuit, il nous reste moins de 3 heures. Mike a déplacé son poids, ses yeux dardant vers la tour de serveur qui bourdonnait sous son bureau. Écoutez, madame. Je ne veux pas d'histoire. Les gens viennent ici pour réparer leur propre véhicule hors des livres. Je ne regarde pas ce qu'ils font. Ford a frappé sa main sur le comptoir, le son résonnant comme un coup de feu dans la petite pièce.
Il s'en est approché, le visage à quelques centimètres de celui du mécanicien. Ce n'est pas une enquête pour contravention de stationnement, Mike. C'est une enquête pour tentative d'homicide impliquant une conduite de frein trafiquée. Si cette imagerie est supprimée pendant que vous restez planté là, je vous inculperai personnellement d'obstruction à la justice et de complicité de tentative de meurtre. Et je demanderai aux pompiers de détruire ce bâtiment brique par brique à la recherche de violation du code. Voulez-vous protéger un client ou voulez-vous garder votre entreprise? Mike a pâli. Il a marmonné une jurée, a contourné le comptoir et a tapé un mot de passe dans l'ordinateur. Jour 4, mardi. Je le sors. Le moniteur a clignoté pour s'allumer. L'horodatage indiquait 14h15, 3 jours avant l'accident. Ma berline est entrée dans le cadre, conduite par Karl. Mais il n'était pas seul. J'ai halté, couvrant ma bouche de ma main. Brenda était sur le siège passager. À l'écran, Karl est sorti en regardant autour de lui nerveusement. Il n'a pas soulevé le capot pour vérifier l'huile. Il n'a pas vérifié les pneus. À la place, il a conduit la voiture sur le pont élévateur et l'a levée. Il a marché vers un établi dans le coin, un établi qui était hors de vue du sol principal, mais parfaitement cadré par cette caméra de sécurité. Et il a pris une paire de cisailles boulons robustes. Voilà, a dit Ford en pointant l'écran. Regardez ce qu'il vise. Karl a marché sous le châssis. Il n'a pas hésité. Il a atteint le haut près du passage de roue arrière et a serré les cisailles. Ce n'était pas une coupe nette, il a tordu l'outil, affaiblissant la conduite pour qu'elle tienne quelques miles. Mais qu'elle cède sous une pression importante. Comme la pression de freinage sur un col de montagne escarpé. Mais le plus glaçant n'était pas les mains de Karl. C'était Brenda. Elle était sortie de la voiture et s'appuyait contre le cadre de la porte du garage, fumant une cigarette. Elle ne regardait pas son mari. Elle regardait le parking, balayant les yeux à la recherche de témoins. Elle n'était pas une observatrice passive. Elle faisait le guet. Elle a secoué ses cendres sur le béton, a vérifié sa montre et a dit quelque chose à Karl qui l'a fait se dépêcher. Ils l'ont fait ensemble, ai-je chuchoté, des larmes coulant sur mon visage. Chaude et piquante. Elle n'a pas seulement signé les papiers d'assurance. Elle a monté la garde pendant qu'il préparait la voiture pour me tuer. Ford a sorti une clé USB de sa poche et l'a enfoncée dans l'ordinateur. Téléchargez tous les angles, maintenant. Il s'est tourné vers moi, son expression sombre mais satisfaite. Nous avons l'arme, le calendrier et les complices. Il pense que vous vous recroquevillez de peur. Caitlin. Mais avec cette clé, nous venons de devenir les personnes les plus dangereuses de leur monde. L'adrénaline d'avoir sécurisé la clé USB au garage s'était à peine calmée lorsque le prochain mouvement de l'échiquier de Brenda est arrivé sur le palier de Kevin. Ce n'était pas une lettre de menace ou une convocation de police. C'était un coursier tenant une lourde enveloppe couleur crème gaufrée à la feuille d'or. L'adresse de retour était le Hilton Chicago, l'un des lieux les plus chers de la ville. Je l'ai ouverte avec des doigts tremblants, Ford et Kevin regardant de près. À l'intérieur se trouvait une invitation imprimée sur du papier cartonné si épais qu'elle ressemblait à une arme. La famille Hall vous invite à un service d'action de grâce et d'espoir célébrant la survie miraculeuse de Caitlin Hall. Discours d'ouverture lançant le fonds de rétablissement en santé mentale Caitlin Hall. Elle donne une fête, a dit Kevin en lisant par-dessus mon épaule, sa voix lourde d'incrédulité. Elle a essayé de te tuer il y a 72 heures, et maintenant elle organise un gala en ton honneur. Ce n'est pas une fête, a déclaré Sarah, mon avocate, depuis le haut-parleur de la table. Nous l'avions appelée immédiatement. C'est une embuscade juridique. Lisez les petits caractères. Caitlin. Qui sont les conférenciers invités? J'ai parcouru le bas de l'invitation. Le docteur Iris Thorne, chef de la psychiatrie à Mercy Hospital, et Monsieur Elden Creek,
Planificateur successoral. Le docteur Thorne est connu pour signer des ordres d'internement psychiatrique involontaire pour les familles à haute valeur nette, a expliqué Sarah, son ton tranchant et urgent. Et Crick se spécialise dans les tutelles pour adultes. Ils ne veulent pas seulement vous célébrer. Caitlin. Ils mettent en scène une pièce. Ils veulent que vous vous y présentiez. Idéalement l'air ébouriffé ou en colère. Ils vont vous provoquer devant des témoins. Amener le docteur Thorne à certifier que vous êtes un danger pour vous-même. Et faire en sorte que Crick dépose une demande de tutelle temporaire d'urgence. S'ils réussissent, ils obtiennent le contrôle de vos finances, de vos décisions médicales et, oui, de cette police d'assurance. Ils essaient de vous effacer légalement puisque vous effacez. Physiquement à échouer. Mon téléphone a vibré. C'était Brenda. Je l'ai mis sur haut-parleur. Caitlin, chérie, a suinté sa voix à travers le haut-parleur. Douce comme de la mélasse et 2 fois plus collante. J'ai envoyé une invitation. Je sais que les choses ont été tendues. Mais ton père et moi voulons arranger les choses. Nous voulons montrer publiquement notre soutien à ton rétablissement. Toute la famille sera là. Laisse-nous t'aimer, s'il te plaît. J'ai regardé Ford. Il nettoyait son arme de service, ses yeux durs comme du silex. Il m'a fait un signe de tête à peine perceptible. J'ai pris une profonde inspiration, refoulant l'envie de crier. J'y serai, maman. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Oh. Dieu merci. A soupiré Brenda. Le soulagement semblant presque authentique. Mais quelque chose de bien. Chérie. Il y aura de la presse. Nous voulons que tout le monde voie à quel point nous tenons à toi. Elle a raccroché. J'ai fixé le téléphone, sentant une clarté froide et cristalline s'installer en moi. Ils s'attendaient à la fille brisée et hystérique qu'ils avaient diffamée sur Facebook. Ils s'attendaient à une victime qui se cacherait dans la honte ou crierait comme un maniaque. Jouant directement dans leur narrative d'instabilité mentale. Tu ne peux pas y aller seul, a averti Kevin. C'est un nid de vipères. Je ne serai pas seul, ai-je dit, regardant la clé USB posée sur la table. La clé contenant les images de Karl coupant mes conduites de frein. J'apporte la vérité. J'aurai une équipe tactique dans le couloir de service, a déclaré Ford. Remettant son pistolet dans son étui. Mais nous avons besoin que tu les pousses à l'admettre. Ou du moins à créer un moment où la preuve frappe le plus fort. Tu dois entrer dans cette salle de bal et jouer le rôle. Laisse-les penser qu'ils ont gagné. Laisse-les penser qu'ils t'ont coincé. Je suis allé au placard et j'ai sorti la robe que j'avais achetée pour une cérémonie de remise de prix de design à laquelle je n'avais jamais pu assister. Une robe noire structurée et pointue qui ressemblait moins à une tenue de soirée qu'à une armure. Brenda voulait un spectacle. Elle voulait un spectacle public pour solidifier son contrôle et se laver les mains de son crime. Je lui donnerai une performance. Je marcherai dans la fosse au lion, non pas comme la proie, mais comme la chassée. Sarah, ai-je dit au haut-parleur. Rédige une révocation de procuration et apporte-la avec toi. Ford, prépare le mandat. Ce soir, l'héritage de la famille Hall prend fin. La grande salle de bal du Hilton Chicago était une mer de fausse sympathie. Remplie de cousins que je n'avais pas vus depuis des années et de partenaires commerciaux que Brenda connaissait à peine. Ils sirotaient du champagne et murmuraient doucement. Leurs yeux dardant vers le podium où se tenait ma mère, baignés dans la lueur chaude du projecteur. Elle avait l'air de l'image de la douleur maternelle, vêtue d'une robe modeste bleu marine. Un mouchoir serré dans sa main manucurée, sa voix tremblant juste assez pour briser les cœurs. Ma fille Caitlin, a-t-elle dit dans le microphone. Sa voix résonnant à travers la pièce silencieuse. A toujours été fragile. Nous avons essayé de la protéger des ténèbres de son propre esprit. Mais parfois,
l'amour ne suffit pas. Cette nuit-là sur le col. C'était un cri de secours qui a failli faire taire notre monde pour toujours. Je me tenais au fond de la pièce, ma main posée sur les lourdes doubles portes. À côté de moi, le détective Ford a vérifié sa montre. Attends le signal. A-t-il chuchoté. Laisse-la s'engager dans le mensonge. Et donc? A poursuivi Brenda en essuyant une larmichette qui scintillait parfaitement sous les lumières. Nous établissons ce fonds pour veiller à ce que Caitlin obtienne les soins psychiatriques à long terme dont elle a si désespérément besoin. Même si elle nous déteste pour cela maintenant. Nous la sauverons d'elle-même. C'était mon signal. J'ai poussé les portes. Elles ont basculé en grand avec un bruit sourd et lourd qui a tourné chaque tête dans la pièce. Je ne suis pas entré en ayant l'air brisé. Je suis entré vêtu de la robe noire structurée, la tête haute. Mais pas résonnant sur le sol en marbre. La pièce est tombée dans un silence de mort. Brenda s'est figée au milieu de sa phrase, ses yeux s'écarquillant dans un choc authentique. C'est un beau discours, maman, ai-je dit, ma voix portant clairement sans microphone. J'ai marché tout droit au milieu de l'allée centrale, la foule s'écartant comme la mer Rouge. Mais il y a un petit détail que tu as oublié de mentionner à toutes ces braves gens. Caitlin, a balbutié Brenda, son assurance se fissurant. Chérie, tu es confuse. S'il te plaît, assieds-toi. Le docteur Thorne est là pour t'aider. J'ai atteint la scène mais je ne l'ai pas montée. Je suis resté debout juste en dessous d'elle, levant les yeux. Je ne suis pas confuse. Je suis en fait très curieuse. Tu as dit à tout le monde que j'avais essayé de me suicider parce que j'étais déprimé. J'ai donc une question. Je me suis tourné pour faire face à la pièce, établissant un contact visuel avec ma tante au premier rang. Si j'essayais de me suicider. Pourquoi m'as-tu demandé ou pourquoi es-tu encore en vie, quand j'ai appelé de l'accident? Tu n'avais pas l'air inquiète, maman. Tu avais l'air déçue. Un halètement a parcouru la pièce. Elle ment, a hurlé Brenda, sa voix perdant son vernis poli. Elle n'a pas pris ses médicaments. Elle fait une crise. Et toi, Karl? Je me suis tourné vers l'endroit où mon beau-père se tenait près de la sortie de la cuisine, ayant l'air de vouloir disparaître à travers le mur. Tu as dit à la police que tu avais vu ma voiture basculer et que tu avais appelé le 911. Immédiatement parce que tu étais si terrifié pour ma sécurité. Karl s'est avancé, la sueur perlant sur son front. Je l'ai fait. J'ai appelé à la seconde où je l'ai vu. J'ai essayé de te sauver. Alors explique ça, ai-je dit, élevant la voix. Comment as-tu appelé le 911 à 22h15 pour signaler un accident mortel alors que ma voiture n'a réellement touché le fond du ravin qu'à 22h25? Le silence qui a suivi était suffocant. Karl a ouvert la bouche. Mais aucun son n'en est sorti. 10 minutes, Karl, ai-je dit, m'approchant. Tu m'as déclaré morte 10 minutes avant que l'accident ne finisse de se produire. Tu n'étais pas en train de témoigner d'une tragédie. Tu suivais un script, mais tu as été trop rapide. Ça suffit, a crié Brenda, laissant tomber le microphone. Il a clateurde bruyamment. Sécurité. Sortez-la d'ici. Elle est dangereuse. Je suis dangereuse. Ai-je convenu? Mais pas pour moi-même. J'ai fait signe à Ford au fond de la pièce. Il a branché un ordinateur portable sur la console principale de la cabine audiovisuelle. L'écran de projection géant derrière Brenda, qui affichait un diaporama de mes photos d'enfance, a soudain clignoté et changé. Les images granuleuses en noir et blanc de l'atelier de Mike ont rempli le mur. C'était massif, indéniable. Chaque personne dans la pièce a regardé avec horreur tandis que Karl conduisait ma voiture sur le pont élévateur. Ils l'ont regardé attraper les cisailles-boulons. Ils l'ont regardé atteindre le dessous du châssis.
Et le plus accablant de tout, ils ont regardé Brenda monter la garde à la porte. Fumant sa cigarette, consultant sa montre, la même montre qu'elle portait en ce moment même. Ce n'est pas, a chuchoté Brenda, reculant de l'écran comme s'il s'agissait d'un monstre. C'est faux. C'est de la technologie de hypertrucage. Elle a inventé ça. L'audio de l'appel du 911 a commencé à jouer sur les haut-parleurs. La fausse voix frénétique de Carl tonnant sur la vidéo de son propre sabotage. Je crois qu'ils sont morts. Envoyez une ambulance. La juxtaposition était brutale. L'homme à l'écran coupait calmement les conduites de frein tandis que la voix sur les haut-parleurs prétendait être un héros. Police. La voix de Ford a coupé le chaos comme un couteau. Il s'est avancé dans l'allée, Badjo, encadré par 4 agents en uniforme. Brenda Hall. Carl Hall. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre au premier degré, fraude à l'assurance et altération de preuves. La foule a éclaté. Ma tante a crié. Carl a essayé de courir vers la sortie de la cuisine. Mes 2 agents l'ont plaqué au sol avant qu'il ne fasse 3 pas. Brenda n'a pas couru. Elle est juste restée là, me fixant. Son masque de la mère endeuillée se dissolvant en un regard de haine pure et adultérée. Alors que les agents menottaient ses mains derrière son dos, des mains qui m'avaient bercé enfant. Des mains qui avaient signé mon arrêt de mort, elle n'a pas imploré le pardon. Elle a sifflé assez fort pour que je sois la seule à entendre. Petite garce ingrate. On a fait ça pour la famille. Non. Brenda. Ai-je dit? La regardant se faire traîner au loin. Tu l'as fait pour toi. Je suis toujours ta mère. A-t-elle sangloté? Tendant une main qui ne pouvait pas m'atteindre. La fille que tu as élevée est morte cette nuit-là sur le col de l'île 90. Ai-je répondu froidement. Elle est morte au moment où tu as demandé si elle était encore en vie et où tu as eu l'air déçu. La femme qui se tient en face de toi maintenant. Je ne suis que le témoin qui vous a mis hors d'état de nuire. J'ai tourné le dos. Je n'ai pas regardé en arrière quand les lourdes portes latérales se sont refermées, coupant ses gémissements. 2 jours plus tard, le règlement de la compagnie d'assurance a été réglé. Une somme importante payée pour éviter un procès massif pour leur négligence dans l'émission d'une police sans mon consentement. J'ai utilisé l'argent pour payer mes factures médicales et solder mes prêts étudiants. Le reste est allé à la compte d'un petit loft commercial inondé de soleil à Seattle. À 2000 miles de Chicago. J'ai emballé ma vie dans un camion Hull. Kevin m'a aidé à charger la dernière boîte. T'es sûr de ça? A-t-il demandé, s'appuyant contre le camion. C'est une longue route. Je n'ai jamais été aussi sûr, ai-je souri, regardant la carte. J'ai besoin de montagnes qui ne me rappellent pas les crashs. J'ai coupé les ponts avec tout le monde. Les tantes qui m'avaient traité de folle. Les cousins qui avaient aimé les publications Facebook de Brenda, les voisins qui m'avaient jugé. Je les ai tous bloqués. J'ai changé de numéro. J'ai lancé mon studio de design, Phoenix Graphics. Et pour la première fois en 26 ans. J'ai respiré un air qui n'était pas vicié par l'obligation ou la peur. La famille, ai-je appris, ne dépend pas du sang qui coule dans nos veines. Elle dépend de qui tient la corde quand on est suspendu à une falaise. Mes parents biologiques ont coupé la ligne. Mais Kevin, qui est resté assis près de mon lit d'hôpital, et le détective Ford, qui s'est battu pour la justice d'une étrangère, était ma famille. Et c'était amplement suffisant. Cette expérience m'a enseigné une leçon brutale mais nécessaire. La toxicité n'obtient pas de passe-droit simplement parce qu'elle partage votre nom de famille. Nous sommes conditionnés à croire que nous devons à nos parents notre vie, notre loyauté et notre pardon, quoi qu'il arrive. Mais l'amour est une action, pas un droit de naissance. Si vous vous accrochez à une relation qui vous blesse,
voudrait nous vous met en danger simplement parce que c'est la famille. Laissez ceci être votre signal, vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de vous sauver vous-même. Parfois, la chose la plus courageuse à faire n'est pas de pardonner, mais de survivre et de prospérer sans eux. Je m'appelle Caitlin. J'ai survécu au crash, mais plus important encore, j'ai survécu à la vérité. Et si vous lisez ceci, rappelez-vous que vous définissez votre propre valeur. Peu importe ce que quelqu'un d'autre a écrit sur votre étiquette de prix. Restez en sécurité, faites confiance à votre instinct, et merci d'avoir regardé.